Qui dit Ligue des Champions, dit votre émission préférée dans la nuit, bien sûr, pour débriefer cette soirée, cette première demi-finale. Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans le Club des 5. On va bien sûr parler de, la première pierre posée par le Paris Saint-Germain pour se rendre à Munich avec cette victoire 1-0 sur la pelouse de l'Emirates Stadium face à Arsenal. Une rencontre qu'on va débriefer, bien sûr, avec deux spécialistes, un heureux, l'autre un peu moins. On va commencer par le bonheur, la touche sourire de l'émission. Yacine Amned. Salut à tous. Comment ça va ? Ouais, ça va très bien. Ouais. La touche sourire. Les gens sont tellement pleins de jamais me voir sourire que cette Oui. année, ils me voient sourire régulièrement. Mais Donc, écoute, je c'est la sais saison sourire. des paradoxes. Je sais sourire. Voilà. On espère que ça durera le plus longtemps possible. Exactement. Enfin, moi je l'espère, peut-être pas la personne en face de moi. Najim Medini, bonsoir. Salut Sam, salut Yacine. Un peu déçu forcément. C'était pas forcément le scénario auquel on s'attendait. On va quand même essayer de garder le sourire parce qu'il reste encore un match retour. Arsenal peut peut-être remonter le score. On aura l'occasion de détailler tout ça. Donc, sait-on jamais. Mais bon, forcément un peu déçu parce que je pouvais imaginer un match nul, mais c'est vrai qu'une défaite, je l'avais pas prévu dans le synopsis. Comme on peut voir, tu nous as choisi, ceux qui nous regardent, bien sûr, on salue ceux qui nous écoutent, la tenue du bon élève. On sent que ce soir, tu as envie de rester sage, j'ai voulu me faire de beau. ne pas provoquer, de ne Non, pas... mais c'est comme ça, t'as eu une journée difficile. Ouais. Tu passes à la boulangerie, prendre un petit croissant, prendre un petit truc qui va te faire du bien. J'ai voulu me faire beau pour la défaite. Je vois pas le rapport avec la Je sais pas, boulangerie, mais... c'est ce petit moment de bonheur en fait que tu essayes de trouver un petit peu dans une journée un peu compliquée. Non, tu mais vois. tu es un homme simple alors, Voilà. c'est bien. Écoute, on espère que la simplicité sera au rendez-vous de ton bonheur la semaine prochaine. J'espère. Le Paris Saint-Germain donc, qui s'est imposé 1-0 sur la pelouse d'Arsenal, victoire grâce bien sûr à l'unique l'Ousmane de l'année, bien sûr, Ousmane Dembélé qui a ouvert le score, qui enchaîne après Liverpool, après Aston Villa. Il aime bien décidément les pelouses de Première Ligue, à se demander s'il n'y a pas une petite vocation qui était en train de naître en lui sur le football britannique. En tout cas, c'est lui qui a permis donc au Paris Saint-Germain de s'imposer. Je vais commencer avec toi, Yacine. Paris qui a contrôlé cette rencontre, Paris qui repart avec la victoire, Paris qui remporte son match aller. Les feux sont quand même pas encore au vert, bien sûr, mais on est sur on n'est pas du tout sur du rouge et même pas sur de l'orange. Ouais, parce qu'en plus, il y avait un contexte un peu étrange, puisque depuis 3 semaines, Paris était un peu moins bien, ou semblait un peu moins bien. Paris avait levé le pied aussi. C'était pas que, ils étaient pas que moins bien, ils avaient aussi levé le pied parce que le championnat est terminé et qu'il fallait aussi se préserver. On sait très bien qu'il y a ce type d'échéance, les joueurs ne veulent pas les manquer, donc on évite de se blesser. Donc il y avait un peu cette interrogation, mais effectivement, dès le début de match, on a vu que... On a revu Paris, en fait. Exactement, le Paris de janvier, février, mars, avec ce pressing, avec surtout cette maîtrise du ballon. Déjà, tu marques très tôt, donc ça change un peu la donne des deux côtés, parce que je pense que Paris était venu pour prendre le ballon et en fait dicter le tempo du match pour ne pas le subir. Malgré tout, ce but-là, il change beaucoup de choses des deux côtés, parce que tu as une confiance qui vient, parce que tu as la maîtrise et parce qu'Arsenal se fait piéger d'entrée et que tu sens tout de suite qu'ils ne savent pas trop s'ils doivent aller tout de suite mettre la pression à Paris ou se dire bon, attends, on va gérer un peu, on va voir comment ça vient. Et Paris maîtrise complètement les 30 premières minutes. Il y a 15 minutes compliquées, voilà, un peu plus dur pour le PSG sur la fin de la première mi-temps, notamment les premières occasions d'Arsenal. Et moi, je vais dire franchement, sur quoi j'ai été surpris, c'est la deuxième mi-temps, parce qu'en fait, je m'attendais réellement à un gros temps fort et à revoir ce qu'on avait vu à Liverpool et à Birmingham. Voilà, exactement. Ouais. Et en fait, il y a eu un temps fort, faut être honnête. Donnarumma fait 2 gros arrêts, mais franchement, je m'attendais à plus de pression, à plus d'intensité, à plus d'impact. C'est Paris qui avait le ballon, hein. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que même dans les temps où Paris a subi, il n'y a pas eu de grosses vagues vraiment où Encore une fois, il y a 2 arrêts, 2 très beaux arrêts, 2 arrêts très importants. Mais tu sens pas... Franchement, même avec les 2 arrêts, on a déjà vécu des matchs où tu te dis, je crois que ça va craquer. Bon, là, tu te dis pas, parce qu'en plus, il y a des possibilités sur les transitions. Il y a par exemple, celle où Vitinha serpente Dembélé, je pense qu'il y a 40 mètres de profondeur et il peut lui donner. Voilà, et je pense qu'après, après, tu es dans une fin de match très bizarre où tout le monde se dit un peu, on en reste là, parce que si on tente un peu tout pour le tout, 2-0, ça peut faire mal. Paris veut pas non plus. Il y a des situations pour le PSG en fin de match. C'est ça. En fin de match, ouais. Il y a deux notamment Barcola avec la rentrée de Ramos, voilà. Mais voilà, globalement, c'est un match hyper maîtrisé. Et c'est surtout
un match qui montre que le PSG a travaillé toute l'année sur plusieurs éléments et toute cette phase où le PSG a eu la possession et où, je vais le dire franchement, moi je me suis fait chier des fois. Bah, en fait, je pense que c'est aussi ce qui a servi aujourd'hui, c'est-à-dire que cette maîtrise du ballon, c'est une certitude aujourd'hui dans le jeu du PSG. Non mais voilà, c'est une certitude aujourd'hui, la maîtrise du ballon, tu sais que tu peux l'avoir et ça a fait du bien sur cette première mi-temps et je pense qu'elle a vraiment fait du mal moralement à Arsenal. C'est vrai qu'on attendait Najim peut-être un peu plus Arsenal dans ce rôle d'équipe un peu en avance dans son processus, capable de gérer son match, capable de gérer les temps forts, les temps faibles, comme on l'avait souligné après Madrid. Elle a semblé un peu plus timide, cette équipe des Gunners, par rapport à celle du Paris Saint-Germain, peut-être un peu moins entreprenante, peut-être un peu moins, un peu moins audacieuse. Un peu timide, voilà. Je trouve que le mot, j'ai en tête notamment l'une des dernières actions qui est un peu symptomatique, où Nonnery doit la tenter et il la remet à Martinelli. Et ça, c'est un peu symptomatique de cette rencontre côté les Gunners. Ouais, bah déjà sur le début du match, moi j'ai été vraiment impressionné déjà par le Paris Saint-Germain. Sur la première demi-heure, j'étais estomaqué, j'ai trouvé qu'ils ont mangé Arsenal tout simplement, que ce soit dans le pressing, dans la capacité à tenir le ballon. Et puis moi vraiment ce qui m'a impressionné, et on l'avait déjà abordé lors de la preview, c'était ce mouvement perpétuel. C'est-à-dire que franchement, moi je regardais en début de match, c'est très difficile de faire un schéma de l'animation offensive du Paris Saint-Germain parce que Dembélé parfois était en neuf, parfois il décrochait, comme ça a été le cas sur le but. D'ailleurs, le décrochage de Dembélé sur cette action fait très mal parce qu'en fait, ça détruit l'animation défensive d'Arsenal. Plus personne ne sait véritablement qui doit aller sur Dembélé. Derrière, il y a le ballon pour Gvara. Gvara qui parvient à retrouver Dembélé. Dembélé qui arrive à placer sa frappe. Fabien Ruiz aussi. Ce que j'allais dire, il y a l'appel de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz également, qui a d'ailleurs fait une excellente première période dans l'ensemble. Et puis même, tu sais, je regardais, il y a quelque chose qui me frappait aussi, c'est de voir que souvent les numéros 8 du Paris Saint-Germain venaient prendre la position de numéro 9. Tu avais parfois Joao Neves ou même Fabien Ruiz qui se retrouvaient sur des attaques placées quasiment au poste de numéro 9. Dembélé qui était un peu en électron libre. Doué et Gvara qui ont parfois permuté. Donc ça m'a vraiment, encore une fois, impressionné parce que je trouvais que c'était très difficile de lire cette équipe du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, ça a vraiment désorienté l'équipe d'Arsenal en début de match parce qu'ils ne savaient véritablement pas comment défendre, sur qui aller et comment presser. Et tu sentais que cette équipe d'Arsenal, elle était perdue. Ensuite, effectivement, tu as eu cette fin de première période, puis le début de seconde période qui ont été plutôt en faveur d'Arsenal avec quelques situations. T'as mine de rien quand même ce but refusé de Merino qui se joue pas à grand chose. Alors il y a hors-jeu évidemment, mais ça se joue vraiment pas à grand chose. À ce moment-là, on se dit tiens, si le but est validé et qu'il y a 1-1, la seconde période, elle peut vraiment être en faveur des Gunners. Finalement, le but est refusé. Sont assez inquiets quand avant qu'il y ait l'intervention de la VAR, on sent sur le but que tu sens déjà qu'un petit peu tout le monde commence à se regarder. Clairement, c'est le meilleur moment. Voilà, un partout, ça peut être compliqué sur la deuxième mi-temps. Comme ça, dès le début de seconde période, tu arrives à égaliser, tu réenclenches une bonne dynamique. C'était le meilleur moment, je pense, pour marquer. Finalement, le but est refusé. Tu as la grosse occasion de Trossard ensuite, 5 minutes plus tard. Et puis derrière, de la 55e jusqu'à la 80e à peu près, on rentre vraiment dans un faux rythme. Où Arsenal a un peu le ballon en seconde période, mais n'en fait pas grand-chose. Et là, oui, je te rejoins complètement. La possession à ce moment-là. Ouais, comme tu dis, il n'y a pas de. Paul Chouquet le disait pendant le match, c'est le seul moment où Arsenal récupère, passe devant le PSG dans le match en termes de possession. Au niveau de possession, et on est sur du 55-45, je pense. On sent vraiment globalement équilibré. On sent vraiment que le rythme a baissé en intensité, même nous devant notre écran. On est un peu moins attentif parce qu'il se passe moins de choses sur le terrain. Et puis ensuite, tu as cette fin de match du Paris Saint-Germain impulsée notamment par les entrants Barcola et Ramos, où là, je trouve qu'elle était plutôt en faveur du PSG parce que tu as quand même deux belles occasions. Tu as l'occasion de Barcola, la frappe qui est un peu trop croisée. Tu as la frappe de Ramos, alors je ne sais pas s'il était hors jeu ou pas au final, cette frappe par transversale, où encore une fois, tu sens vraiment qu'il y avait danger. Sur la frappe de Barcola, Ramos. Ah d'accord, ok. Il n'est pas hors jeu sur la barre. Exactement. Voilà, donc il n'est pas hors jeu sur la barre transversale en fin de match. Donc ouais, pour résumer le fil un peu de cette rencontre, j'ai trouvé quand même que la meilleure équipe sur la rencontre, c'était le Paris Saint-Germain. Je trouve que cette victoire, moi, elle n'est pas volée. Mais juste Najim, un peu déçu forcément d'Arsenal, mais on y reviendra après. Sur ce que disait Yacine il y a quelques instants, c'est-à-dire la réponse quelque part qu'on attendait de Luis Enrique et de ses hommes après ces 2-3 matchs où il y avait un peu de flottement, après cette deuxième mi-temps aussi compliquée à Villa. Est-ce que toi, du coup, du point de vue un peu plus, on va dire, du côté Arsenal, on est surpris de voir le PSG être capable de faire un match comme ça après quelques semaines où on pouvait constater quelques failles? Oui et non, parce que quand même, d'un côté, on savait que cette équipe du Paris Saint-Germain, elle était différente de celle du mois d'octobre. Et on savait que les dernières semaines n'étaient pas forcément représentatives de ce qu'on allait avoir ce soir. Parce que c'est une demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas un match de Ligue 1, c'est quand même un contexte bien différent. Donc je pense qu'on a été surpris à moitié. On sait très bien que le Paris Saint-Germain est capable de jouer de cette manière depuis le mois de janvier. Ça n'en reste pas moins un défi et un challenge qui est très difficile à relever.
Parce qu'encore une fois, t'as beau préparer le match, t'as beau savoir que ça va permuter, bah ça reste quand même difficile de mettre en place un plan et de réussir à contrecarrer cette équipe du Paris Saint-Germain. Même ce contre-pressing qui était très efficace au milieu de terrain, Vitinha, Fabian Ruiz, à un moment c'est Fabian Ruiz, à un moment c'est Vitinha, à un moment c'est Joao Neves, à plusieurs moments de la partie, ils ont chacun leur temps fort. Et donc j'ai trouvé notamment qu'en première période, vraiment ils avaient pris le dessus sur le milieu de terrain d'Arsenal. Donc non, j'ai été moyennement surpris. La seule chose qui m'a un peu surprise, c'est que je m'attendais peut-être à ce qu'Arsenal ait beaucoup plus la main mise sur la rencontre, qu'ils aient beaucoup plus de contrôle. À la fin du match, je crois la possession elle est à 55-45, en sachant que le Paris Saint-Germain a ouvert le score très rapidement dans la partie. Je me serais attendu peut-être à une possession un peu plus forte de la part d'Arsenal. Une possession qui se serait peut-être cristallisée par un peu plus d'occasions. Parce que finalement, certes, tu as des occasions fortes, celle de Martinelli juste avant la pause, celle de Trossard, cette action de Merino avec le hors-jeu. Mais comme l'a dit Yacine, tu n'as pas vraiment à un moment un immense temps fort où tu mets des vagues, où tu accules l'adversaire, où tu sens véritablement qu'Arsenal va réussir à égaliser et repasser devant. Et ça, quand même, ça m'a un petit peu surpris parce que je m'attendais quand même à un meilleur match de la part des Gunners, tout simplement. C'est un PSG qui s'affirme, Yacine, quand on arrive à re-switcher après 2-3 matchs un peu compliqués, ou comme tu disais tout à l'heure, on s'est un peu peut-être concentré sur justement cette rencontre à l'Emirates. C'est un PSG qui s'affirme, d'être capable de rebasculer comme ça, de remettre la même intensité, de retrouver la même confiance, de remettre la même pression à son adversaire. Ouais, en fait, c'est un PSG qui a surtout des certitudes. En fait, c'est ça la différence, c'est qu'ils ont des certitudes tactiques, ils ont des certitudes collectives, ils ont des certitudes athlétiques aussi, parce qu'être capable de faire la première demi-heure qu'ils ont fait en termes de niveau athlétique, c'est fort. Et effectivement, moi, la seule inquiétude que j'avais depuis 2 semaines, c'était de me dire, est-ce que le fait de parfois te déconcentrer, te relâcher un peu, on sait que voilà, le cerveau il déconnecte un peu, et te dire, est-ce que tu es capable de te remettre dedans. Bon, effectivement, le contexte est aussi particulier, parce que déjà, la Ligue des Champions, en général, les joueurs te le disent, dès qu'il y a la musique, bon, il y a un truc qui se passe et la concentration, elle est là. Sauf quand c'est pas la bonne. Hein, Ils avaient essayé. Mais évidemment que ça joue le contexte, demi-finale de Ligue des Champions, etc. Bien sûr qu'ils ont été capables de le faire, mais je pense qu'ils ont été capables de le faire sur les certitudes qu'ils avaient, sur tout ce qu'ils ont travaillé tout au long de la saison. Le contre-pressing qui a été fait sur la première demi-heure, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Les positionnements, le décrochage de Dembélé, on l'a déjà vu parce que sur le match de Liverpool à Liverpool, l'action, même si elle finit pas de la même façon, elle commence de la même façon. C'est Dembélé qui vient décrocher et qui est à la fin, qui est au début et à la fin de l'action. Donc en fait, il y a quand même des similitudes et c'est à ça que servent les certitudes. Maintenant, je pense qu'il y a bon, on voit bien quand même qu'on arrive en fin de saison et des deux côtés. Hein, oui, mais pas de naufrage individuel ce soir. Exactement. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que encore une fois, tu sais, les gens, franchement, c'est un peu ce qui revient en ce moment. C'est les gens pensent que quand tu dis ça, en fait, tu tailles Mbappé, parce que c'est ça la vérité. En fait, les gens veulent pas comprendre que malgré tout, quand tu t'appuies sur un collectif, quand tout le monde est dedans, quand tu vois Gvara, le match qu'il fait, offensivement, il y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il fait. Mais quand tu vois son attitude, mais en fait, toi qui es au milieu, tu es obligé d'aller tacler pour lui à un moment donné quand il perd le ballon, parce que tu sais que lui, il va le faire quand toi, tu vas perdre le ballon. Et je crois que c'est ça aussi la force du PSG cette saison, c'est le collectif, l'état d'esprit qui anime les uns et les autres. Et Najim parlait des entrants. Moi, quand je vois Ramos entrer en jeu, oui, il y a son occasion, mais il fait 2-3 courses, mais il fait même une grosse faute à un moment donné. Tu vois, ça veut dire que les mecs, ils ont 10 minutes, mais ils sont dans l'état d'esprit. Et c'est toute la différence avec le PSG des saisons précédentes, où tu attendais que les stars fassent la différence. On le baptise souvent, débat, parce que c'était Mbappé, parce que c'est lui le dernier en date. Mais c'est le premier PSG sans star, finalement. Exactement. Presque, si, un peu comparable peut-être à celui de 2017, qui perd la remontada, où on sentait à peu près la même chose, mais il y avait quand même des gros stars avec du recul, hein, Di Maria, Cavani, Là, c'est vrai que c'est le premier PSG, on va dire, un peu, on va dire, très homogène. Donc c'est aussi, on a l'impression qu'au-delà des noms, c'est aussi un club qui a changé de stratégie, et cette stratégie-là, elle est payante sur des matchs comme ce soir. Ce qui t'a coûté l'an dernier, par exemple, où à Dortmund, t'attendais que Mbappé fasse la différence. En fait, il ne l'a jamais fait. Sur les saisons précédentes, très souvent, offensivement, l'objectif était de mettre Mbappé dans les meilleures conditions pour qu'il te fasse la différence. Là, aujourd'hui, c'est complètement différent. L'objectif, c'est collectivement essayer de faire en sorte que n'importe qui puisse se retrouver en meilleure situation, en situation de frappe pour pouvoir marquer. Et donc, ça change tout. Évidemment qu'on sent quand même que cette équipe du Paris Saint-Germain, elle a passé un cap sur le plan collectif. Et ça a un lien, évidemment, avec le départ de Mbappé. Ça ne veut pas dire que Mbappé
est pas bon. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, les éléments que tu as à ta disposition font en sorte que ton collectif est bien meilleur que lorsque Mbappé était là, parce qu'on sait très bien que Mbappé, sur les efforts défensifs, il en faisait peut-être un petit peu moins. On savait qu'offensivement, encore une fois, tous les circuits de passe étaient faits pour que Mbappé se retrouve en situation favorable. Donc ça change quand même pas mal de choses dans l'addition. Et tout à l'heure, tu parlais des projets des deux équipes. Moi, je pense que le projet club d'Arsenal, il est peut-être en avance, parce qu'effectivement, tu as un projet club qui existe depuis 2019 avec l'arrivée de Mikel Arteta. Voilà. C'est ça, mais le projet tactique, par contre, j'ai trouvé qu'il était bien plus en avance du côté du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve remarquable, c'est la vitesse à laquelle cette équipe du Paris Saint-Germain a réussi à progresser. D'habitude, tu sais, ça peut prendre du temps avant qu'une équipe arrive à prendre ses marques et à intérioriser les principes de jeu d'un entraîneur. Là, je trouve qu'entre ce qu'on a vu au mois d'octobre et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment le jour et la nuit quand même. C'est deux équipes assez différentes. Alors, certains diront qu'au mois d'octobre, c'était surtout un manque de finition, qu'il y avait déjà certains principes de jeu de Luis Enrique quand même qui étaient visibles, évidemment. Mais je trouve quand même que dans l'attitude, dans la manière d'attaquer, même dans la manière de défendre, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Parce que le Classico, par exemple, du PSG qui est au mois d'octobre, ils te font un récital tactique au Vélodrome. Aussi. Voilà. Aussi. Il y a plusieurs choses moi, qui m'ont frappé. Déjà, offensivement, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec ces permutations à tout va qui m'ont vraiment impressionné, notamment en première période. En deuxième période, Yacine l'a un petit peu évoqué, mais c'est vrai que la capacité qu'a eu le Paris Saint-Germain à défendre en bloc bas, ça pouvait être un point d'interrogation et finalement, ils l'ont bien fait. Ils ont concédé assez peu d'occasions. Peu de coups de pied arrêtés, on savait que c'était un danger aussi. Ouais, même si, finalement, il y a quand même eu cette action de Merino. Ça s'est pas joué à grand-chose. Mais disons qu'en tout cas, défensivement, en bloc bas, tu as réussi quand même à te montrer assez solide. Gvara, Dembélé, Doué ont fait les efforts défensifs qu'il fallait. Tu avais le milieu de terrain qui était très complémentaire. Donc ça, vraiment, ça a été une bonne chose du côté du PSG. Et puis la troisième chose, c'est sur le plan mental. Et ça, je parlerai plutôt de l'après-match, où j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de calme, que le Paris Saint-Germain n'était pas dans une espèce d'euphorie. Tu sens vraiment qu'ils sont concentrés pour le match retour. Ils savent que rien n'est fait. Contrairement à toi qui a fait 3 tours de périph'. Non, mais tu vois, tu sens qu'ils ont les pieds sur terre, qu'ils sont en mission, qu'ils sont vraiment concentrés. Et si tu mets ces trois éléments à la suite, pour moi, ça en fait une meilleure équipe qu'Arsenal pour le moment. Et sincèrement, avec le FC Barcelone, je trouve que pour le moment, ce sont les deux équipes les plus complètes. Alors, on parlait de collectif, ça n'empêche pas les individualités de briller. Pardon. Et à la fin du match, notamment, Vitinha a voulu donner son trophée d'homme du match à Donnarumma. On peut presque comprendre le geste, Yacine, outre la générosité de Vitinha qui est à mettre en avant. Il y a aussi peut-être, on va dire, le côté humble et logique de cette décision, parce que, une fois de plus, le Paris Saint-Germain a fait un très bon match tactique. Le Paris Saint-Germain a géré sa rencontre, mais sans 2 arrêts de Donnarumma, ça bascule. Et on est obligé de dire que c'est fréquent, c'est régulier cette saison. Oui. Alors, on pourra toujours dire les plus ravageants pourront dire ouais, mais sans Donnarumma. Oui, mais justement, les autres années, peut-être c'est ce qui t'a fait défaut. Là, aujourd'hui, encore une fois, on va pas parler trop vite. Il reste 90 minutes. Il peut nous sortir une disaster class dans une semaine, prendre 4 buts et voilà. Mais globalement, même si c'était le cas, les performances cette année à l'extérieur sont très très précieuses pour le Paris Saint-Germain. Ouais, clairement, Vitinha, il a sûrement été lucide sur ce qu'a apporté Donnarumma. C'est le mot que je cherchais. Mais ouais, c'est bien parce que ça montre aussi que on avait eu Dembélé à la fin du match à Aston Villa après la qualification qui n'était pas forcément content de recevoir son trophée d'homme du match. Ça prouve aussi que cette équipe, elle est vraiment. Faudra un jour qu'on parle aussi d'ailleurs des mecs qui donnent le trophée d'homme du match. Clairement. Parce que, voilà. Qu'on en a complètement. On aime beaucoup Vitinha, mais. Non, mais ouais. Et en plus, franchement, sur le match. Il a un stylo, il fait. Hop, allez, tiens, le numéro 8. Et en plus, sur le match, honnêtement, il a été bon. Mais par exemple, la première mi-temps de Fabian Ruiz. Ouais, c'est vrai. Bon, elle est juste exceptionnelle. Ou alors Dembouz. Non, mais tant qu'à faire, il en marque. plus, Voilà, non, à la mais limite. Donnarumma. Enfin bon. Mais bon, bref. Voilà. Mais en tout cas, ça prouve aussi l'état d'esprit qu'il y a dans cette équipe, le collectif. Et effectivement, moi, je trouve ça bien que Vitinha, il l'ait donné à Donnarumma. Encore une fois, pas pour l'histoire de la photo qu'on a vue qui tourne, là, qui est sur les réseaux sociaux, mais pour dire, voilà, on est conscient de ce que chacun apporte. Et je crois que c'est la vraie différence avec les saisons précédentes, encore une fois. Et quand je dis les saisons précédentes, c'est depuis 2018-2019, on va dire. Oui, parce que c'est pas le premier à rater des matchs avec des Mais champions. voilà, en fait, le truc, c'est ça. Et la dernière chose, c'est sur Donnarumma. En fait, Donnarumma, au PSG, il y a 2 choses. La première, c'est qu'on n'a jamais dit que c'était un mauvais gardien. En fait, on se disait, il ne te fait pas gagner les matchs. Il ne fait pas l'arrêt qu'il faut. Ouais. En fait, c'est ça que tu attends d'un grand gardien. C'est pas qu'il soit bon, parce qu'on savait, il a quand même été exceptionnel à l'Euro et tout.
Mais en fait, il ne te faisait pas l'arrêt déterminant pour faire basculer un match. Depuis janvier, on va dire, bah en fait, il est là. Et Aston Villa, il est là. Contre Liverpool, il est là. Ce soir, il est là. Et en fait, elle est là, la différence, c'est il était bon. Maintenant, il te fait gagner ou basculer les matchs, en fait. Et toujours dans des moments clés, l'action de Trossard, déjà, l'arrêt, il est très fort parce qu'il faut aller au sol. Mais on peut toujours réécrire les histoires des matchs parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais évidemment que à ce moment-là du match, il y a un but refusé, il y a cette action-là. Tu es dans un temps un peu faible. Mais même, moi, je trouve l'effet qu'il a sur les stats, Donnarumma, on a souvent la blague, c'est la clim. Lui, il a vraiment l'entreprise, là. Mais bien sûr. Parce que tous les matchs, il vous remarquez bien, il vous refroidit l'ambiance du stade, parce qu'au bout d'un moment, les mecs, il les dégoûte, en fait, réellement. Mais tu vois, par exemple, Alisson, quand il fait le match aller contre Paris, tu sais, c'est un peu ça. Ça veut dire que c'est la même chose, bien sûr. Non, mais en fait, si tu peux faire ce que tu veux aujourd'hui, ça va pas passer. Et ça rentre dans la tête des gens, alors des supporters évidemment, mais ça rentre même dans la tête des joueurs parce que tu sais que pour marquer, il va falloir que ta frappe elle soit exceptionnelle. Donc tu ne peux plus frapper de la même façon. Et tu vois, tu parlais de l'action tout à l'heure de fin de match où Nwaneri. Ouais, il frappe pas. Mais en fait. Après, franchement, c'était très difficile pour mais Nwaneri de frapper. C'est possible, mais je pense que c'est le bon choix quand même de la décaler. Il y a le contexte du match, c'est-à-dire qu'il y a un 0 et en fait, tu te dis, si je frappe, peut-être que je gâche une occasion, donc tu cherches la meilleure position. Et la meilleure position, tu la cherches aussi quand le gardien il commence à te faire mal à la tête. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, ok, mais là, si je frappe de là, non. Donc, tu veux donner un mec mieux placé qui, peut-être, lui, va se dire, je vais faire un contrôle parce que si je frappe pas. Tu sais, tout ça, ça joue dans la tête des gens. C'est ce qui se passe sur l'action. Martinelli a contrôle, Donnarumma, la frappe à 10 mètres. il est sur les dernières semaines, bah ouais, il a pris le dessus sur les attaquants adverses, voilà. Donnarumma aussi, ce qu'on lui reprochait, c'était quoi? C'était notamment dans les ballons aériens où il avait une vraie défaillance. J'ai trouvé qu'il a quand même progressé dans ce domaine. Parce qu'il y va maintenant. Ouais, clairement. Même il y a Canal qui mettait une stat juste avant le début du match où tu voyais qu'il avait, je crois, récupéré 16 ballons aériens alors que l'année dernière il en avait fait 5. Donc il y a une vraie différence assez notable dans ce registre. Et puis mentalement, en fait, il y avait aussi un problème mental où tu sentais que dans les gros matchs, parfois, il pouvait perdre un peu ses moyens et qu'il n'était pas aussi déterminant qu'il pouvait l'être en Ligue 1. Bah, notamment depuis le match à Madrid où il y a ce truc avec Benzema, Exactement. le match bascule et en fait, tu as senti que là, à ce moment-là, ça lui a fait mal. Exactement. Et là, dans l'autre sens. Sur la ligne, on savait tous que Donnarumma était un excellent gardien de but. Il l'a encore prouvé aujourd'hui. Où tu as vraiment la sensation qu'en fait, si tu essaies de faire frappe croisée au sol, ça passera pas. Parce qu'en fait, il a une envergure, une capacité à plonger qui est vraiment au-dessus de la mêlée. Et moi, en fait, quand Trossard il la frappe, je me dis, il aurait dû la tenter en l'air. Même si c'est compliqué de viser la lucarne, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que d'essayer de faire une frappe croisée au sol. Mais je pense qu'en fait, finalement, quand tu as une situation un petit peu de face à face, un peu excentrée comme ça avec Donnarumma, comme Martinelli aussi en première période, bah finalement, c'est la seule solution. La seule solution, c'est d'essayer de tenter une frappe un peu en l'air, lucarne, où là, ça va être beaucoup plus difficile pour Donnarumma d'aller la chercher, parce que tu as vraiment la sensation que quand tu la tentes comme ça au sol, bah en fait, le gardien italien est meilleur. Et c'est vraiment la sensation qu'il dégage. Ça avait déjà été le cas sur les derniers matchs, parce que même contre Liverpool, il avait fait un très gros match au retour. Donc ouais, non, c'est un homme déterminant pour le moment de cette campagne de Ligue des Champions, et il a encore réalisé un immense match. Il n'y a pas que lui, encore une fois, on parle du collectif parisien, il y a aussi il y a des individus qui brillent. J'ai envie de parler un petit peu d'Ousmane Dembélé, on ne va pas passer 3 heures dessus parce qu'on va forcément avoir le sentiment de se répéter, mais c'est pas anodin de marquer en 8e de finale à Anfield, de marquer en quart de finale à Aston Villa, de marquer en demi-finale à l'Emirates. Voilà, encore une fois, le bilan, il est là, Najim, c'est-à-dire tu disais tout à l'heure, le danger peut venir de partout au Paris Saint-Germain, c'est vrai. Force est de constater quand même que régulièrement, quand il est concrétisé, ça passe où c'est fait par Ousmane Dembélé. Bah ouais, t'as quand même un joueur qui est un petit peu au-dessus de la mêlée, ne serait-ce qu'au niveau des statistiques. Quand on voit aujourd'hui les statistiques de Dembélé, si tu m'avais dit ça avant la saison, je ne t'aurais jamais cru. Enfin, on parle quand même de Ousmane Dembélé, un joueur qui, d'habitude dans la finition, avait quand même tendance à plus mettre les frappes à côté que de les mettre au fond des filets. Tout à l'heure, je parlais de la progression exceptionnelle du Paris Saint-Germain entre le mois d'octobre et aujourd'hui. Sous Luis Enrique, mais la progression de Dembélé, elle est tout aussi choquante, voire encore plus. Moi, franchement, je ne me serais jamais attendu de voir un Dembélé à ce niveau-là. Et ce qui me plaît, alors certes, il y a la finition, encore une fois, et cette frappe bien placée, poteau rentrant, mais ce qui me plaît, c'est qu'il est aussi au départ de l'action. Et tu sens que dans le contenu, il n'est pas là juste pour finir les actions. Il a un rôle assez complet, une palette très, très élargie. Moi, le fait qu'il décroche vraiment, je me suis refait le but ensuite, il décroche et tu sens vraiment que du côté d'Arsenal, limite, ça se regarde en mode qui doit aller en fait sur Dembélé. Parce qu'en fait, Arsenal avait vraiment, au début de match, vraiment l'intention d'aller presser très haut, comme ils ont l'habitude de le faire. D'ailleurs, Declan Rice, qui jouait numéro 6, il est très haut sur le terrain. Alors, je ne sais plus il est sur quel milieu de terrain, mais il est sur un milieu de terrain
très haut pour essayer d'asphyxier le Paris Saint-Germain et d'essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible. Et en fait, tu as Dembélé comme ça qui décroche et tu as les joueurs d'Arsenal qui ne savent pas véritablement comment défendre sur lui. Donc non, aujourd'hui, Ousmane Dembélé, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde sur la saison. Il est encore une fois en train de le prouver. Il a été déterminant, il a été décisif. Il faut aussi louer ses efforts défensifs parce qu'il en fait énormément et ça aide aussi beaucoup le collectif. Donc un grand bravo à Ousmane Dembélé. Yacine, est-ce qu'on a encore des idées, un peu d'inspiration pour remplir le livre d'or de la saison ou... Ouais, il y en a deux. Moi, j'allais souligner le travail défensif, parce qu'évidemment, on parle de son efficacité, elle est hyper importante, parce que c'est des choses décisives qui font basculer les matchs, mais il a fait des courses de pressing. Franchement, c'était impressionnant, et je pense que c'est pour ça qu'il finit cramé. Et la deuxième chose, ce sera mon fameux combat. Alors, juste, il est sorti en disant... j'ai senti un petit truc, mais ça va. Ouais. Quand on connaît Dembélé, son corps, c'est rassurant. Le truc est rassurant. Que ça va, voilà. Et le truc qui est rassurant, c'est que il sort d'une façon où tu te dis pas, il y a une blessure. C'est-à-dire que sa tête, elle est pas marquée. Il se touche pas vraiment, il boite même pas. Bon, tu sens qu'il devait être à la limite. Dembélé, c'était l'insouciance. Oui, aussi. On l'a vu sortir avec des croisés. Ouais, mais cette année, un peu moins l'insouciance. Ouais, c'est vrai. La maturité. Mais voilà, bon, on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que je trouve sa sortie, elle est pas hyper inquiétante. Mais il y a un truc qui est très important à souligner, je trouve, c'est que Dembélé, il a souvent été réduit à deux choses. La frustration, évidemment, ce que disait Najim, c'est-à-dire que le mec qui va dribbler 4 joueurs et puis finir à partir à côté alors qu'il y a le but grand ouvert. C'était la frustration. Et il était un peu réduit à un joueur bête. Et moi, ce qui me plaît, c'est que, en fait, ce que j'essaie d'expliquer régulièrement, c'est qu'il n'y a ni de joueurs nuls, ni de joueurs bêtes à ce niveau-là. En fait, il y a des contextes déjà qui te correspondent plus. Et il y a des entraîneurs qui te permettent de travailler sur ton intelligence de jeu. Alors, chacun fera ce qu'il veut avec l'intelligence de jeu, parce que peut-être, évidemment, que ces déplacements, ils sont travaillés à l'entraînement. C'est-à-dire que ce n'est pas genre de la réflexion, c'est on a répété certaines choses. Mais ce n'est pas grave, en fait. C'est-à-dire qu'il sait quand le faire. Et ça, c'est de l'intelligence. Il sait que c'est à ce moment-là qu'il faut décrocher. On l'a vu aussi des fois se décaler côté gauche ou côté droit. Et les autres s'adaptent. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe dans ce PSG, dans les permutations et tout, c'est vraiment l'intelligence qui se dégage de cette équipe. C'est-à-dire, lui, il fait ça, donc il y a un espace là, qui y va. Quand lui, il y va, c'est un autre qui prend sa place. Tu vois, Fabien Ruiz, par exemple, je vais le parler de lui parce que je trouve que c'est un symbole des 2 derniers mois du PSG, parce que lui a été beaucoup critiqué, même si je trouve que c'est à juste titre, parce que des fois, c'était très dur. Oui, mais là, il est très bon. Mais voilà, en fait... Effectivement. Il fera partie des pierres angulaires de cette saison de Luis Enrique. Et tu vois, par exemple, moi, je le vois là en séquence, je l'ai en tête, c'est des fois, il est côté gauche, dans le demi-espace gauche, mais des fois, il est demi-espace droit. Et quand tu connais son positionnement, tu te dis non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais en fait, non. C'est par rapport au jeu. À un moment donné, il y a des permutations. Donc, il faut qu'il aille à droite. Il est à droite. Et Neves est à gauche ou Neves est en 9. Parce que Dembélé... Et ainsi de suite. Et je trouve que c'est vraiment, moi, ce qui on va dire, en tant que coach, qui me frappe le plus, c'est réellement la coordination qu'il y a entre les joueurs. Mais parce que pour moi, sincèrement, en Europe, c'est la seule équipe qui le fait aussi bien. C'est la seule équipe. Moi, Arsenal, je peux te dire comment ça joue. C'est Martinelli qui va coller la ligne côté gauche, Merino qui va essayer de faire des appels dans le demi-espace gauche, Trossard qui était un peu en faux neuf, qui décrochait de temps en temps, pas autant que Dembélé, mais qui était en tout cas dans une position dans le couloir central, dans le couloir axial. Odegaard qui lui essaye de s'immiscer un petit peu entre les lignes dans le demi-espace droit, et puis à droite, Saka qui colle la ligne. C'est clair comme de l'eau de roche, ça joue comme ça à tous les matchs. C'est assez mécanique, mais ça a tendance à fonctionner. Le Paris Saint-Germain, c'est très difficile en fait, parce qu'aujourd'hui, alors évidemment, il y a une tendance. On sait que Kvara joue plutôt à gauche, Doué joue plutôt à droite. Mais moi, vraiment, ça m'a frappé parce que je trouve qu'il n'y a aucune autre équipe européenne qui le fait cette saison en tout cas. C'est qu'il y a énormément de permutations. Et moi, c'est vrai que sur la première demi-heure, quand je vois à un moment que Fabien Ruiz il est en numéro 9 et que 2 minutes après, c'est Joao Neves qui occupe cette position-là, que je vois qu'à un moment, Dembélé est demi-espace gauche, que parfois, il vient s'excentrer côté gauche et que ça permet à Kvara de lui venir se recentrer un petit peu à l'intérieur. Je trouve que, en fait, non seulement ça désorganise complètement le système défensif d'Arsenal, et puis surtout, ça pourrait être compliqué à animer aussi pour le Paris Saint-Germain. Tu pourrais te dire qu'à un moment, les joueurs vont se marcher dessus, que ça va être difficile à animer, mais finalement, non. Ça a l'air d'être fluide, d'être naturel. Les joueurs savent exactement où aller. Et moi, franchement, ça m'a énormément impressionné parce qu'on regarde du foot depuis beaucoup et moi, je m'intéresse beaucoup à l'aspect tactique. C'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Je trouve que c'est un fait assez rare de voir autant de fluidité comme ça dans les positionnements des joueurs.
La patte Luis Enrique, bien sûr, qui est un des grands artisans de ce succès, justement, avant de parler d'Arsenal et terminer sur Paris. Et si je peux rajouter quelque chose rapidement sur Dembélé, Rajoute. je rajoute juste quelque chose, c'est qu'en fait, l'année dernière, il fait pas une mauvaise saison, hein, Ousmane Dembélé, même en Ligue 1, Non. il avait fait plutôt une bonne saison, mais je trouve que son rôle était complètement différent. Et d'ailleurs, il y avait eu un article qui avait été écrit dans l'équipe qui racontait ça, et j'étais vraiment d'accord avec ça, c'est que Dembélé, en fait, l'année dernière, il avait un rôle de milieu de terrain. Il décrochait beaucoup assez bas sur le terrain, et il avait comme objectif de faire progresser des mètres à son équipe, et de faire en sorte que le ballon arrive jusque dans la surface. Et dans la surface de réparation, notamment pour Mbappé, qui lui, pour le coup, avait surtout comme objectif de finir les actions. Aujourd'hui, il a moins ce rôle de milieu de terrain. Il a un rôle. Alors, il a toujours, hein, évidemment, par parcimonie, ce rôle de milieu de terrain à l'image du but où il décroche et c'est lui qui initie l'action. Mais il a aussi ce rôle d'attaquant. Alors que je trouve que l'an passé, ça ne faisait pas partie, on va dire, de sa fiche de poste. Alors, évidemment, c'est du football, hein, il avait des occasions, hein, bien évidemment, mais il en avait beaucoup moins et je trouve que c'était pas forcément le rôle qu'il avait. Son rôle a beaucoup changé par rapport à l'an passé où pour moi, l'année dernière, il avait plus un rôle entre guillemets de milieu de terrain et cette année d'attaquant. Et ça explique aussi pas mal de choses. Ousmane Dembélé, donc, qui a permis au Paris Saint-Germain de s'imposer. Et donc, je le disais, de s'imposer au match aller. Yacine, on en parlait juste avant l'émission. C'est pas commun au Paris Saint-Germain, c'est même unique de gagner une demi-finale aller, puisque on rappelle en 2020 il y avait eu qu'une demi-finale unique, donc pas d'aller-retour. Et sinon il y avait eu Manchester City où ça s'était soldé par 2 défaites, 2-1 à l'aller, 2-1 au retour. Pareil pour la saison dernière avec Dortmund, 2 fois 1-0. Donc si on suit la logique, Paris va gagner 2 fois 1-0 cette fois. Non, mais plus sérieusement, va y avoir aussi pour un club comme le PSG qui a une histoire un peu traumatisante avec la Ligue des Champions, cette pression-là en moins. Déjà, on va pas parler pendant une semaine de est-ce que Paris va faire le miracle, est-ce que Paris va renverser. Non, Paris doit garder son score. Cette fois-ci, déjà, on a l'impression que l'approche, elle est différente et ça va peut-être justement être important, ça. Ouais, t'as oublié 95. Milan AC. Je sais pas, alors j'étais pas là. C'était au mois de juin. Mais c'était. Au mois de mai, effectivement, j'étais pas aussi né. eu des fêtes du PSG. C'était quelques semaines avant ma naissance, donc je suis désolé, j'étais pas au rendez-vous. Au parc 1-0, but de Boban à la dernière minute. Mais donc une défaite encore une fois. Mais ouais, après on va sûrement faire d'autres dossiers hein, et on va nous expliquer est-ce que Paris est capable de tenir ce score. Ah bah c'est la question. Non, je rigole, mais c'est plus ou moins la question que je te pose. Non, mais tu disais parce que est-ce que Paris est capable de le faire? Mais non, mais d'habitude on a toute l'entreprise de com. Je me souviens l'an dernier. Là aussi on va peut-être avoir une entreprise de com. Est-ce que Paris est capable mentalement de tenir? Bref. Non mais je rigole. Non mais en fait évidemment que c'est toujours mieux d'avoir gagné un match à 1-0, d'arriver avec un but d'avance. Encore une fois, avec le match que tu as fait. C'est-à-dire que tu peux arriver avec un but d'avance, on va dire entre guillemets, contre le cours du jeu, en ayant été dominé, et tu as mis la seule action du match, etc. Là, tu as quand même une maîtrise, tu as montré des choses. Donc, il y a plein d'éléments positifs. Et de cette domination que tu as eue pendant notamment les 30 premières minutes, tu reviens avec quelque chose. C'est-à-dire que tu as tenu ce score et donc tu reviens avec un but d'avance. Donc, évidemment que c'est très bien, c'est positif. Il y a cette histoire du but à l'extérieur aussi qui compte plus. Donc, tu vois, il y a toute cette gestion malgré tout qui est. Tu vois, peut-être que avec le but à l'extérieur, tu te dis faut. Bon, oui. Là maintenant, tu sais que de toute façon, c'est que 1-0 en fait. Donc, tu n'es pas dans une gestion en te disant on a quand même marqué à l'extérieur, donc il faut qu'il marque 2 buts, etc. Bon, là, tu prends un but, le match, il est à 0-0. Donc, en fait, tu ne peux pas être dans la même gestion qu'avant. Et moi, je trouve que pour ce PSG, c'est très bien. Parce que je ne pense pas que c'est une équipe qui doive gérer un match dans le sens on a un but d'avance, on va attendre de voir ce qui se passe. La deuxième chose, c'est évidemment que tu l'as fait à l'extérieur, donc quand tu vas quand même jouer au parc. Donc même s'il y avait une prolongation, c'est déjà chez toi. Et il y a un troisième élément, c'est sur ce match retour, qui pour moi est important. Et Najim disait tout à l'heure, il y a un calme chez les Parisiens, que ce soit les joueurs ou les supporters. Bon, c'est juste qu'on a un peu 30 ans d'histoire avec les Coupes d'Europe et qu'on va se calmer. Depuis quelle histoire? Non, même plus, ça fait 40 ans. Donc, ouais, exactement. Donc, après, on va pas s'enflammer. Après, à l'époque où vous en aviez 25, je trouvais que ça s'enflammait un peu plus. Hein. Mais c'est ça le problème. C'est justement. C'est peut-être les 5 dernières années qu'on va pas changer de choses. On était des jeunes adultes. Maintenant, il y a le métier qui rentre. Ouais, maintenant, il y a eu des expériences de vie qui font que. Voilà. Mais tu vois, là où c'est important aussi, c'est que, tu vois, je pense qu'avec un match inversé, dans un temps fort d'Arsenal, un peu avec le public et tout, peut-être que Paris aurait pu subir. Là, tu es au parc, c'est-à-dire que même s'il y avait un temps fort d'Arsenal, c'est quand même pas pareil de le vivre chez toi, avec tes supporters, etc. Donc, il y a tout un environnement qui fait quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments positifs.
Moi, je vais pas faire partie de ceux qui vont te dire ah ouais, mais dans les calculs, tu sais, 1-0, c'est dur à gérer. Non, mais évidemment que c'est mieux de revenir avec un 1-0 que attention, il y a l'exemple de l'an dernier qui va venir Exactement. contrebalancer toutes les analyses sur la semaine. Et puis de toute façon, tu sais, le foot, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Des fois, c'est mieux d'être battu 1-0, des fois, c'est mieux de gagner 1-0. oui. Bon. Moi, je considère que quand tu as gagné 1-0, c'est toujours mieux. C'est mieux de Bah gagner oui. les 2 matchs 1-0, je pense. Exactement. Voilà, comme ça, au moins, tu es tranquille. Clairement, c'est bien pour le Paris Saint-Germain d'avoir gagné à l'extérieur, clairement. Moi, voilà, encore une fois, j'insiste là-dessus. Je trouve même les joueurs, que ce soit Vitinha au micro, Luis Enrique, je les ai trouvés très calmes, très mesurés. Ça parlait pas d'euphorie. Tu sens vraiment qu'ils sont concentrés. Et c'est le cas, en fait, depuis le début de cette campagne européenne, en fait. Ça avait été déjà le cas après la défaite contre Liverpool, où tu les sentais confiants, mais pas complètement. Ouais, tu les sentais pas abattus. C'était le cas même après la victoire contre Aston Villa à l'aller, où tu sens qu'ils étaient concentrés. Tu les sens en mission. Tu sens que l'objectif cette année, c'est pas de se suffire d'une demi-finale, d'une victoire à l'aller contre Arsenal, c'est d'aller au bout. Donc, je trouve que c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain. Donc, il y a des raisons d'y croire, clairement. On va être cash, Najim. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet côté Arsenal. Match raté ou pas? Parce que c'est vrai que on peut se poser toutes les questions ce soir, notamment sur l'efficacité, etc. La question, c'est est-ce que Arsenal a raté sa rencontre? Bien sûr, c'est un match raté dans le sens où c'est pas le match qu'on attendait des Gunners. Donc par définition, évidemment que c'est un match raté. Arsenal jouait à domicile, hein, ils jouaient à l'Emirates Stadium, dans un stade dans lequel ils perdent assez peu généralement. Donc bien évidemment, c'est une performance qui est décevante, qui est insuffisante de la part des Gunners, surtout que tu es mené au score assez rapidement. Alors certes, tu prends un coup de massue derrière la tête, mais derrière, normalement, tu dois réagir. Et j'ai trouvé qu'en fait, à aucun moment, véritablement, Arsenal a réussi à vraiment emballer le match. Il y a eu des mini-temps forts, on en a parlé en fin de première période, en début de seconde période, mais ces mini-temps forts, tu n'as pas su les concrétiser. Pourquoi? Parce que tu as aussi des joueurs dans ton effectif qui, pour moi, n'ont pas le niveau pour une demi-finale de Ligue des Champions. Martinelli, bon voilà, on le découvre pas aujourd'hui. On sait très bien que c'est un joueur limité. Oui, mais on les a loués après notamment à 2 confrontations contre le Real en disant qu'ils avaient réussi Bien sûr, à faire douter l'équipe qui avait l'antidote. bien sûr, mais On peut s'attendre quand même à mieux, même si c'est peut-être pas des joueurs du niveau de ce qu'il y a en face. bien sûr, mais tu peux louer la performance sur un match ou sur une double confrontation. Je l'ai fait même pour Kivior, qui avait fait une bonne double confrontation contre le Real Madrid. Mais tu peux être aussi lucide sur les qualités, les défauts, les limites des joueurs. Kivior, j'ai toujours dit que ça restait un joueur quand même qui était assez limité. Je trouvais sa performance aujourd'hui un peu compliquée. Il y a eu plusieurs situations où tu sens qu'il fait des erreurs, notamment même l'action où Saliba fait ce tacle incroyable sur Hakimi, juste avant il fait une erreur. Tu as l'action de Gvara à la 25e, je crois à peu près, où il y a une frappe un peu côté gauche, où c'est lui qui perd le ballon au départ. Tu as la grosse occasion aussi de Neves, une action à l'entrée de la surface, où c'est lui en voulant dégager le ballon est contré par un Parisien, et le ballon est récupéré par le PSG. Donc je l'ai trouvé un petit peu... J'ai trouvé que son niveau aujourd'hui, il était un peu rédhibitoire pour une demi-finale de Ligue des Champions. Enfin, tu sais, ce genre de joueurs, ce sont des joueurs qui, pour moi, quand l'équipe va bien, quand le collectif fonctionne, sont des joueurs qui arrivent à se mettre au niveau Qui de... vont s'incorporer dans la dynamique. Quoi. Exactement. C'est ce qui s'est passé lors de la double confrontation. Kivior, il est professionnel, s'il joue à Arsenal, c'est que c'est pas un mauvais joueur de base. Bien sûr. Donc évidemment, quand l'équipe était bien huilée, il a réussi à se mettre au niveau de l'équipe. Puis il est sur une bonne Ouais, phase. il était plutôt sur une bonne dynamique, même en première ligue. Ouais, en première ligue, il faisait plutôt le taf. Mais par contre, quand l'équipe va un peu moins bien, c'est pas le genre de joueur sur lequel tu vas pouvoir te reposer. Et c'est ce que j'appelle des joueurs qui ne sont pas fiables. C'est-à-dire des joueurs sur lesquels tu peux pas te reposer quand l'équipe va un peu moins bien. Et aujourd'hui, Kivior fait partie de cette catégorie. Martinelli fait partie de cette catégorie. Il y a juste à parler avec les supporters d'Arsenal. Hein. Martinelli, l'action qu'il a, dès le départ, je sais qu'il ne va pas la marquer. C'est une action, il l'a souvent dans plein de matchs. Et malheureusement, on sait très bien qu'il n'est pas fiable sur ce genre d'action. Les face-à-face, comme ça, un petit peu excentrés, dans un moment chaud où tu es mené 1-0, tu sais très bien que la frappe, elle va passer à côté. Malheureusement, joueur pas fiable. Pareil pour Leandro Trossard. Trossard, c'est un joueur qui, lorsqu'il rentre en jeu, c'est un bon super sub. Quand il rentre en jeu, il est capable de t'apporter quelque chose, de l'allant, de l'énergie. Quand il joue aussi sur son côté gauche, qui reste quand même son côté de prédilection, je trouve bien meilleur qu'au poste de numéro 9. Et d'ailleurs, je l'avais dit lors de la preview, j'avais dit que pour moi, Trossard, au poste de numéro 9, j'ai pas véritablement de référence et je suis pas forcément complètement rassuré par le niveau de ce joueur à ce poste-là. Aujourd'hui, je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Donc pour moi, ça, ce sont des joueurs non fiables. Et après, il y a une autre catégorie de joueurs, et pour moi, il y en a surtout un qui cristallise tout ça, c'est Odegaard, qui pour le coup, c'est un vrai joueur de haut niveau. Voilà, il n'y a pas besoin de parler de l'historique d'Odegaard. Sur les 2 dernières saisons, Odegaard, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs d'Arsenal. L'année dernière, il réalise une superbe saison. C'est un très bon joueur, Martin Odegaard. Mais depuis son retour de blessure, il est revenu de blessure en novembre après une blessure de 2 mois.
c'est plus le même Odegaard. C'est un joueur qui enchaîne les matchs à 5 sur 10. C'est-à-dire qu'il n'est pas catastrophique, C'est un bas de garde. mais ouais, c'est un joueur qui est malheureusement pas influent dans le jeu d'Arsenal. Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il ne te fait pas de dinguerie. Il n'est pas catastrophique, Martin Odegaard. Il n'y a aucun moment où il perd un ballon, il y a une contre-attaque pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun moment où une passe facile, il la rate. Mais le problème, c'est qu'il prend très peu d'initiatives. Il n'est pas influent dans le jeu d'Arsenal. Il prend le ballon, il tente son centre au deuxième poteau. On connaît, quoi. On sait ce qu'il va faire. Il est assez prévisible. Et on n'a pas le Martin Odegaard qu'on a envie de voir du côté d'Arsenal. Le Odegaard de l'année dernière qui prenait des initiatives et qui était le joueur autour duquel le jeu offensif d'Arsenal tournait. Donc très déçu du match de Martin Odegaard, qui est un petit peu dans la continuité de ces dernières semaines. Donc voilà, pour moi, il y a eu évidemment un problème d'individualité. Il y a eu des joueurs qui ont été meilleur, hein. Saliba, je trouve qu'il a fait son match. Lewis Kelly, je ne l'ai pas trouvé mauvais également sur le côté gauche. Mikel Merino, je ne l'ai pas trouvé mauvais non plus au poste de numéro 8. Il y a eu certaines séquences où il a apporté au jeu d'Arsenal. Mais dans l'ensemble, non seulement il y a eu des individualités que j'ai pointées du doigt, et je trouve que sur le plan collectif, on n'a pas eu l'Arsenal qu'on aurait voulu voir. Même dans la réaction, j'aurais voulu voir une équipe capable d'enflammer la rencontre. Ça n'a pas été le cas, donc décevant. C'était une rencontre insuffisante de la part d'Arsenal, et j'attends qu'au match retour au Parc des Princes, j'attends un autre visage, tout simplement. C'est une équipe, Yacine, qui nous a montré toutes ses armes ce soir, Arsenal, parce qu'on sort quand même un peu déçu de cette rencontre après le visage montré contre Madrid, d'avoir vu une prestation aussi timide, alors qu'on s'attendait peut-être à voir justement une équipe qui... ils avaient le bâton de Bourbotte, hein, ils avaient battu le sorcier ultime, donc tu pouvais t'attendre à voir un peu plus peut-être de fantaisie dans cette demi-finale. En fait, il y a plein de choses que je pense que déjà le but au bout de 4 minutes, il leur fait mal dans le plan et moralement. Ouais, mais Giroud disait vaut mieux le prendre à la 4e Voilà, qu'à la 84e. Mais peut-être qu'Arteta pense pas la même chose. Oui, c'est vrai. Ce serait intéressant d'avoir un débat Giroud-Arteta. Non, mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même si les absents font partie du truc, hein, l'absence de Thomas Partey, tu peux pas l'enlever en fait à ce qui s'est passé, parce que en fait, tu as eu un déclin Rice plus bas, et le truc, c'est que du coup, tu as eu une relance qui a été moins fluide parce qu'au-dessus de lui, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Et en fait, ça a décalé un peu tout le monde, entre guillemets, hein, enfin 3 joueurs. Mais du coup, tu as pu cette fluidité parce que eux aussi, ils ont des certitudes là-dessus, sur ce que fait Partey, sur ce que fait Rice. Et du coup, il a fallu trouver un peu un élément entre deux. Alors, comme le dit Najim, hein, les autres joueurs ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais il y a une trop grande différence, en fait. Quand tu mets Rice plus bas et quand tu n'as pas Partey, en fait, tout de suite, dans ta relance. Et ça se voit pourquoi, parce que moi, je pense que ce PSG, il est très difficilement jouable. S'ils sont en demi-finale, en ayant gagné un match aller, bon, c'est quand même que sur la saison, on se rend compte qu'ils sont difficilement jouables. Mais je crois que s'il y a une faille dans ce PSG, c'est qu'à un moment donné, si tu veux les mettre en difficulté, il faut avoir de la vitesse de transmission. Parce que dans le contre-pressing, ils viennent tellement vite et fort. Et notamment, franchement, je trouve que... Tu vois, Neves, il passe un peu au travers des commentaires, mais je trouve que son match en termes de contre-pressing, il est monstrueux. En fait, il faut que tu puisses transmettre très vite pour sortir de là. Et franchement, quand tu passes ce premier contre-pressing, enfin ce contre-pressing d'ailleurs, après, il peut se passer des choses quand même. Parce que défensivement, Paris, bon, Pacho et Marquinhos savent défendre, mais c'est pas hyper serein. Tu te dis pas c'est infranchissable. Mais il faut passer ce contre-pressing. Et pour passer ce contre-pressing, en fait, il faut que ta qualité de passe et de maîtrise du ballon elle soit à un très haut niveau, parce qu'il faut jouer pratiquement en 1 ou 2 touches pour vite sortir de ça. Et après, il va se passer des choses. Ce qui se passe sur l'action de Martinelli avec ce que fait Lewis Kelly, qui est exceptionnel. Sauf qu'ils n'ont pas assez fait. Parce qu'il t'a manqué cette vitesse, parce que Partey n'était pas là, parce que Rice a eu un autre rôle que quand il y a Partey. Et quand tu es en demi-finale de Ligue des Champions et que, en fait, tu enlèves un pour le mettre ailleurs, alors c'est un très bon joueur, mais ce n'est pas son rôle habituel. Il y en a un qui manque, donc tu compenses avec un autre un peu plus haut, mais qui n'est pas un top niveau, un top joueur. Tu te retrouves à faire ce qui s'est passé. C'est-à-dire que sur certaines séquences, on a vu Arsenal capable de poser des problèmes au PSG. Mais comme le dit Najim, ce n'était pas possible de répéter ça sur des gros temps forts, parce qu'il t'a manqué plein de choses au milieu. Voilà, et moi je pense que c'est vraiment là la clé de ce match. Thomas Partey aussi, ce qu'il apporte, j'insiste beaucoup là-dessus lorsque j'évoque le Ghanéen, c'est que dans le contre-pressing et dans le pressing haut, c'est un joueur qui te permet de rester haut sur le terrain. Il a cette faculté en fait à intercepter des ballons dans les 40 derniers mètres. Pour moi, dans cette qualité-là, c'est un des meilleurs en Europe. Et aujourd'hui, tu ne l'as pas retrouvé, cette qualité-là. Parce que même le pressing d'Arsenal n'était pas forcément mais tu vois ce que tu dis là sur Rice, quand tu dis il est haut, mais je pense que Rice, il est haut, mais il n'a pas la même attitude que quand il y a Partey. Bien sûr. Lui.
parce qu'il y va, parce qu'il faut y aller, parce que c'est les consignes. Mais en fait, tu vois bien que c'est pas la même agressivité et le même positionnement. Par rapport à ce que je disais en début d'émission. Ouais, voilà. Ouais. Bah, parce qu'il sait qu'il y a Partey derrière lui qui va compenser et qui va couvrir une autre zone. Aussi, là, ouais. il y va, mais il y va pas vraiment, quoi. Bien sûr, tu as un peu moins de repères, même si, en vrai, le poste de numéro 6 Declan Rice, c'est un poste qu'il connaît. Oui, bah mais oui. la réalité, c'est que mine de rien, il joue au poste de numéro 8 depuis maintenant plusieurs semaines, Et de puis, il même a plusieurs des- mois. Il y a une vraie dynamique qui s'est Des installée. automatismes. Voilà, il C'est y a ça. des automatismes. Ça s'est aussi ressenti. Donc, ça, disons que c'est la petite lueur d'espoir avant le match retour, c'est de se dire que Thomas Partey sera présent, que tu auras vraiment ton milieu de terrain titulaire. Avec Odegaard, Declan Rice, Thomas Partey, avec un Merino qui va retrouver cette position de numéro 9. Donc peut-être qu'Arsenal aura davantage de repères. Ça, oui, c'est une petite lueur d'espoir pour le match retour. Ils ont vraiment une chance, Arsenal, pour toi, Najim. Je te pose bien sûr la question parce que j'imagine que l'espoir fait vivre, bien sûr. Mais au-delà de ça, parce que c'est une équipe qu'on va attendre dans un match couperé à l'extérieur où ils vont devoir être capables forcément de mettre un peu le feu pour arriver à faire tomber Paris, tout en gérant ce qui va se passer derrière eux. Si tu crois pas, alors que tu as perdu 1-0, bah tu crois jamais. Tu as perdu 1-0, hein, tu n'as pas perdu Oui. 4-0. Arsenal n'a pas non plus fait un match catastrophique. Peut-être une bonne nouvelle. Arsenal, attention, hein, qu'on s'entende bien. Ils ont fait un match raté, insuffisant. Je suis un peu énervé par la performance des Gunners, mais j'insiste sur les termes décevant et insuffisant. C'était pas un match catastrophique, Oui. c'était pas un match horrible de la part d'Arsenal. On a parlé également des situations qu'Arsenal s'est procurées. Tu en as eu quelques-unes, même si pour moi ça reste trop léger, mais tu as eu cette grosse occasion de Trossard, celle de Martinelli, celui de refuser pour pas grand-chose à Mikel Merino. Donc oui, il y a encore quand même des raisons d'y croire. Tu n'as perdu que 1-0. Il va y avoir le retour de Thomas Partey, comme je l'ai évoqué, qui va faire beaucoup de bien à cette équipe des Gunners. Ce qui est évident, c'est qu'il va falloir que, sur certains moments du match, peut-être pas sur 90 minutes, il va falloir que tu arrives à enflammer la rencontre, quoi, que tu arrives à mettre un peu plus de folie, que tu sois un petit peu moins gentil. Parce que moi, c'est le ressenti que j'ai eu quand même hein, avec cette équipe d'Arsenal. Notamment, tu sais, entre la 55e et la 80e minute de jeu. Ok, tu as le ballon, tu le fais tourner, tu as une maîtrise, mais tu n'arrives pas à faire progresser le jeu, tu n'arrives pas à te procurer des occasions nettes. Et moi, j'attends que Arsenal soit capable, un peu comme Villa l'a fait en deuxième période, capable à un moment d'enflammer la rencontre, quoi. S'il faut que tu arrives à créer véritablement un déséquilibre, que Declan Rice se projette véritablement dans la surface de réparation, t'attaques avec 6 joueurs, s'il faut qu'à certains moments du match tu le fasses, il va falloir que tu le fasses. Parce qu'il y a un moment où tu as un but à rattraper. Cette équipe du Paris Saint-Germain, elle nous a montré quand même certaines petites défaillances face à Villa. Elle a montré qu'elle pouvait être un petit peu bousculée. Il faut s'en saisir, il faut s'en servir. Il faut aller au Parc des Princes avec le maximum de confiance. Donc oui, j'ai quand même envie d'y croire. Alors là, on est à quelques heures après la défaite. Donc pour le moment, moi, ce que je retiens surtout, c'est ce que j'ai vu. Et sur ce que j'ai vu que le Paris Saint-Germain était une meilleure équipe par rapport à Arsenal. Maintenant, je pense que quand on sera mardi ou mercredi, l'espoir et la confiance va revenir. Parce que 1-0, c'est pas insurmontable. La Ligue des Champions, on l'a su quand même depuis quelques années. Et on a vu des remontadas beaucoup plus spectaculaires que remonter un but à 0. Et puis, tu sais, Surtout en demi-finale. surtout en demi-finale. Et puis, il y a un moment, si tu as envie de remporter la Ligue des Champions, il faut que tu sois capable de réaliser ce genre de scénario. Le Paris Saint-Germain a été capable de le faire dans une ambiance qui était beaucoup plus chaude que l'Emirates Stadium. Ils ont été capables de le faire à Anfield contre Liverpool, qui était leader de Première Ligue. Donc Arsenal doit être capable de se donner les moyens de le faire au Parc des Princes. Et d'ailleurs, vu que je parle d'ambiance, je trouvais que l'ambiance à l'Emirates Stadium, elle était très, très plate aujourd'hui. D'ailleurs, de ce qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux et de ce qu'on pouvait voir même à la télé. Alors, l'Emirates n'a jamais été connu véritablement pour être une ambiance de folie. Mais bon, il y a un moment, tu joues une demi-finale de Ligue des Champions. Viens et essaye quand même de soutenir ton équipe, de les encourager, de mettre le feu. À aucun moment, j'ai eu véritablement la sensation aussi que le public a véritablement aidé l'équipe, quoi. Pourtant, les joueurs essayaient un petit peu d'haranguer la foule, mais ça a jamais pris, quoi. T'avais vraiment l'impression que t'avais plus des spectateurs que des supporters. C'est un peu dommage. Ça faisait pas très populaire, effectivement. C'est le moins que l'on puisse dire. Yacine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce match retour qui va qui va être électrique hein, dans tous les cas, parce que on a deux équipes qui vont vouloir absolument réussir leur saison avec parce qu'on rappelle qu'Arsenal va jouer ce week-end contre Bournemouth, mais que bon, la première ligue, elle est terminée, elle est jouée. Arsenal sera dans le top 4, peut-être sûrement d'ailleurs la deuxième place. Exactement. Il n'y a plus grand-chose à jouer. Par contre, tu gagnes la Ligue des Champions, ça peut encore amener... Enfin, ça serait exceptionnel, tout simplement. En fait. On va quand même pas dire que ça sauve la saison. Ça la rend exceptionnelle. J'allais dire, ça amène un peu de sel dans les épinards. Non, là, tu rajoutes la crème, le fromage, le dessert, il y a tout qui va avec. Mais voilà, on peut se dire que globalement, Arsenal a tout intérêt à faire
entre guillemets, le match de sa saison mercredi, pardon, parce que de toute façon, derrière, la saison, elle sera terminée dans tous les cas pour Arsenal. Oui, et puis surtout, le PSG et Arsenal, c'est deux clubs qui n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Donc, évidemment que pour l'histoire, c'est très important. Tu n'es pas en demi-finale de Ligue des Champions tous les ans, donc c'est très important. Il y a juste une chose, je voulais revenir vite fait sur un, c'est clair. sur un truc. La dernière fois. Tu vois, les 20 minutes de la deuxième mi-temps qui sont un peu bizarres, là, bon, on sent qu'un peu tout le monde est dans le dur, etc. D'ailleurs, les coachs tentent pas de changement trop tôt. Il y avait juste un truc, c'est qu'il ne faut jamais oublier que les coachs, nous on est ou supporters ou observateurs. Un mot fourre Les coachs, ils pensent 2 matchs. Et ça se peut très bien que dans cette partie de match, les coachs se disent bon, attends, tu vois, Arteta, je prends l'exemple d'Arteta parce qu'on parlait d'Arsenal, mais peut-être qu'à un moment donné, il vaut mieux gérer et perdre que 1-0 qu'aller tenter de mettre le feu. On va prendre un compte 2-0, tu n'es déjà plus dans la même perspective du match retour. Et les coachs, et encore une fois, avec le but à l'extérieur qui compte plus, les coachs, des fois, ils pensent, différemment de nous, souvent, mais c'est surtout, eux, ils se disent, mais j'ai en fait 2 matchs à jouer. Donc, ok, c'est chez nous, mais je vais peut-être pas griller toutes mes cartouches maintenant. Maintenant, pour le reste, évidemment que le foot, ça nous a appris l'humilité assez souvent pour savoir que 1-0, c'est loin d'être gagné, qu'un match retour, même s'il est chez toi, c'est pas une certitude. Voilà, moi, je pense quand même que si on se projette un petit peu, moi, je vois le PSG faire un peu ce qu'il a fait au début, ça veut dire tout de suite vouloir prendre le ballon et en fait dicter le tempo du match. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas aussi maîtriser Arsenal. Si tu laisses Arsenal rentrer dans son match et dicter le rythme, tu ne sais pas comment toi tu vas t'en sortir. D'ailleurs, Arsenal a eu du mal à se sortir de cette pression-là qu'ils n'attendaient peut-être pas d'entrée. Voilà, donc je pense qu'on va avoir un scénario comme ça. Et Luis Enrique n'arrête pas de répéter depuis plusieurs mois que de toute façon, le PSG sait faire ça et que partout où il ira ou chaque match qu'il jouera, il essayera de faire ça. Donc je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Après, ça reste un match ouvert, il n'y a que 1-0. Bien sûr. On verra mercredi ce qui se passera dans le match retour de cette Ligue des Champions. Tu es au stade? Ouais, je vais au stade. Ouais. Combien la place? C'est cher. C'est cher. Assez cher. En 300 €. Ouais, faut faire des petits 300 €, donc j'espère quand même que je vais voir donc du vendredi, spectacle. samedi, dimanche week-end, quoi, les piges. Ouais, clairement, là, j'espère. Si on peut m'appeler d'ailleurs. Voilà, s'il y a un Fleury, Exactement. Fleury contre Poudlard, on y va. Alors, clairement, s'il y a n'importe quel match à commenter, n'hésitez pas, je suis disponible. Non, mais moi, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que après, il n'est pas l'heure de faire les bilans. C'est-à-dire que si Arsenal est éliminé de la Ligue des Champions, ça ne voudra pas dire non plus que la saison elle est complètement ratée, qu'elle est catastrophique. Ça ne voudra pas dire ça non plus. Bien sûr. On fera l'heure des bilans lorsque ce sera le moment de les faire. J'ai un ami, un des fondateurs de cette émission, bien connu, qui disait il y a quelques années, alors c'est peut-être un peu moins valable aujourd'hui en termes de niveau, quoique, mais qui disait qu'un dernier carré de Ligue des Champions, pour lui, c'était équivalent à un titre. Je n'irai pas jusque-là, parce que bon, demi-finale de Ligue des Champions, tu peux aussi vite l'oublier. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui avaient en tête la demi-finale de 2008-2009 quand Arsenal a fait dernier carré, tu vois. Contre Chelsea, un demi-but à 0 là. Non, c'était contre Manchester United avec le coup franc de Ronaldo. Donc tu vois, tu l'avais pas. J'avais celle de l'année d'avant. Donc non. Pour moi, ça c'est pas équivalent à un titre. Mais par contre, le fait quand même qu'Arsenal revienne en demi-finale de Ligue des Champions alors qu'il n'avait pas atteint ce stade de la compétition depuis 2009, ça veut aussi dire quelque chose. C'est pas quelque chose à mettre au placard si Arsenal se fait éliminer contre le Paris Saint-Germain. Étape par étape. Mais bon, pour le moment, le PSG est un exemple là-dessus. Pour le moment, la réalité, c'est ce qu'a dit Yacine. C'est-à-dire que là, tu dois donner ta vie, tu dois tout donner parce que tu es aux portes quand même d'une finale et mine de rien, tu n'as perdu que 1-0. Il y a encore la possibilité d'aller chercher quelque chose. Et si tu veux remporter la Ligue des Champions, ce genre de scénario, il faut que tu arrives à les faire pencher en ta faveur, tout simplement. Si j'étais mesquin, je vous dirais qu'on aura un club français en finale dans tous les cas, parce que Arsenal a quand même un côté même très si c'est un peu moins le cas maintenant. C'est moins le cas maintenant, mais bon, il y a que Saliba finalement. Ouais, mais il y a beaucoup une grosse histoire avec la France. Voilà, oui, bien sûr. Ils sont français quand même. Tonton Wenger qui était d'ailleurs dans les tribunes, seulement pour la 3e fois depuis son départ d'Arsenal. Hein. Il revient pas très souvent à l'Emirates Stadium. Ça se comprend. Ça se comprend. Après non, parce qu'il est avec la FIFA. Ouais, non, mais il est en train de, nous faire un foot à 8 contre 8 avec, même, je sais pas, tu vois, avec les règles du hand et du volley. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis Arsène. Quand tu as entraîné l'équipe comme ça pendant plus de 20 ans, est-ce que tu as envie de revenir comme ça à l'Emirates Stadium Vraie question. Je sais pas, tu vois, j'en suis pas sûr. Là, je conseille un match un peu spécial. Je conseille à nos socios les interviews de contrat, notamment Julien Stéphan qui nous avait. Alors, il est pas resté 20 ans à Rennes, mais qui nous disait le dilemme que c'est pour un entraîneur le week-end d'après de regarder l'équipe ou pas, quoi. Ouais. Après, tu as des contre-exemples. Hein. Ferguson, lui, est quasiment tout le temps à Old Trafford. Oui. C'est un peu différent, mais bon, chacun vit la chose à sa manière. En tout cas, je peux comprendre qu'il n'ait pas envie de revenir tout le temps. Nous, on n'avait pas ce terrain en parcage.
Ouais, C'est ça différent. aussi, très belle image. Et Alain Roche aussi, j'ai vu Et qu'il était Alain dans le Roche, parquage. ouais. Parce Bah, que- d'ailleurs, les, Alain Roche aussi, Ouais, dans ouais. le parquage Ouais. ouais. Les supporters parisiens, qui No eux, pour le comment. coup, on les entend lorsqu'ils Ah vont ouais. en déplacement. Pour le Oui. coup, eux, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher Mm. parce qu'à chaque fois qu'ils sont dans un stade à l'extérieur, tu les entends, quoi. Ils font du bruit. Ouais. En plus, pour le coup, le parquage extérieur à l'Emirates Stadium, il est quand même très bien placé. Ouais, t'es en Il est- bas. ouais, t'es en bas, juste derrière les cages. Vraiment, Il y a des t'es- stades où t'es plus Ah ouais. tout en haut, mais. T'as des stades où t'es tout en haut. Je crois que le Camp Nou, je crois que t'es Ouais, tout en haut. T'es ouais. dans une petite prison, une petite Ouais. cellule, tout en haut du stade. Là, quand même, ils étaient bien placés. Bah, on les a vraiment entendus. Ils ont on pensé les a à vraiment fait l'ambiance, du je bruit. crois, à l'Emirates. Il y a des stages au Camp Nou, t'as pas besoin des supporters extérieurs. Ah, peut-être aussi, ouais. À l'Emirates, visiblement, ce soir. Visiblement, ouais. En tout cas, moi, j'ai trouvé il que y l'ambiance, avait- elle était ça- très. C'était très pas si mal d'avoir 2-3 cris de parisiens sur certains moments, parce qu'on a l'impression qu'il y avait pas. Il y avait une soirée théâtre. Quoi. Un peu dommage parce que moi, je suis allé au Bernabeu pour le match retour et j'ai trouvé que les supporters qui avaient fait le déplacement, alors là pour le coup au Bernabeu, pareil, t'es un petit peu en haut Ouais, à droite, ouais, ouais. mais j'ai trouvé qu'ils avaient quand même fait du bruit. Je trouvais qu'ils avaient fait du bruit. Bah, comme au parc, hein. Moi je trouve. Alors, attention, je dis pas qu'au parc il n'y a pas d'ambiance loin de là, mais je trouve je trouve que l'ambiance elle est encore plus folle des parcages de supporters parisiens que sur les matchs au Parc des Princes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Ouais, dire. bien sûr, bah, parce qu'en fait au Parc des Princes, t'as tout le stade. C'est ça. Et pour le coup, les ultras font toujours le job. Exactement, tout à fait. Mais Mais vu quand qu'il y a ils tout sont le à stade et l'extérieur, que voilà, t'as une grosse partie du stade qui Quand ils sont eux, extérieurs, le coup de projo il est un peu C'est plus. ça. Voilà, et je trouve que souvent c'est un peu plus impressionnant. Est-ce que ça veut dire que c'est plus fort qu'au parc? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est et impressionnant. même dans la ville, les supporters d'Arsenal à Madrid, avant le match, etc., tu les voyais, ils faisaient énormément de bruit. Je sais pas, j'ai vu une vidéo de toi avec Momoni, t'as dit que t'étais tout seul, seul supporter. Bah, j'étais le seul supporter d'Arsenal que Mohamed Eni connaissait. Ah. Mais en tout cas, je peux te dire que des supporters d'Arsenal, il y en avait pas mal à Madrid. Et ils faisaient beaucoup de bruit. Donc, en tout Pourtant, cas, à en mon avis, déplacement, Mohamed Eni serait en baladé à déplacement, ils Marseille étaient ce là. soir, il devait y en avoir du supporter d'Arsenal. hein. Ah, peut-être. Je pense que c'est pas ce qui manquait dans il nous les a peut-être rues. porté malheur d'ailleurs, hein, parce qu'il a décidé de supporter Arsenal. Et à chaque fois qu'il supporte une équipe, malheureusement, elle perd. Donc, Ouais. Bon, il aurait peut-être comme dû quoi. supporter le Paris Saint-Germain. Mais bon, malheureusement, je pense que Ouais, ça je arrivera crois pas qu'il y a- demain. il y a peu de chance. Il y a peu de chance. On va vous le laisser. Allez, justement, toute la transition est toute faite parce qu'il est également de la maison. On va passer à l'instant Winamax dans le club des 5. Bien sûr, vous connaissez ce rendez-vous au tableau, bien sûr, by Winamax, où les chroniqueurs pronostiquent sur les matchs à venir dans les 5 grands championnats européens et les compétitions européennes. Juste avant, je vous rappelle bien sûr que jouer comporte des risques. Ça ne doit pas être un souci, une contrainte dans vos vies. Ça doit être un loisir, quelque chose avec lequel vous vous amusez, vous profitez. Ne surtout pas faire en sorte que ça crée une dépendance et que ça vous pose des soucis familiaux ou autres. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre alerte, vous avez un petit numéro qui s'affiche en bas de votre écran et des professionnels qui pourront vous permettre d'en discuter, de vous aider et peut-être de réussir à changer le cap. Voilà pour l'avertissement. Il n'y aura pas de carton rouge derrière, vous inquiétez pas. On va commencer donc cet instant au tableau by Winamax avec le match retour. Tiens, on peut déjà, grâce à Wina, se projeter sur la semaine prochaine. D'ailleurs, je pensais preview, puisque j'étais avec toi, Najim et Elton. Qu'est-ce qu'on a rentré? Rien du Pas tout. grand-chose, je crois, parce que moi j'avais dit victoire d'Arsenal, non? Ouais, Elton avait mis. Qualif d'Arsenal. Sait-on jamais, peut-être Elton. Oui, donc celui, il est encore en vie. Toi, t'as mis les deux équipes qui marquent et Arsenal qui gagne, c'est ça? Ah, c'est ça, ouais. Ouais, bah, bien joué. Du coup, on te donne la parole. Comme ça, on laissera Yacine nous faire gagner un peu à la fin. Mais... Ouais, je me suis complètement Voyons trompé voir au Najim. match aller. J'espère ne pas me tromper au match retour. J'ai quand même voulu aller sur Arsenal pour donner un petit peu d'espoir aux supporters. 3,35. Ouais, je suis allé sur la cote sec d'Arsenal, victoire d'Arsenal au Parc des Princes à 3,35. Je suis pas allé sur la qualification qui est à 3,70. Pour être honnête, on est à quelques heures après la défaite. Pour le moment, pour moi, on est sur du 70-30 en faveur du Paris Saint-Germain, voire du 75-25. Je trouve que le Paris Saint-Germain... Pour moi, c'était 50-50 avant la rencontre. Là, évidemment, l'ascendant, il est clairement en faveur du Paris Saint-Germain avec cette victoire 1-0. Du coup, tu mets Arsenal. Mais je mets quand même Arsenal parce que j'ai quand même envie d'y croire. C'est plus pour me rassurer qu'autre chose. Je me dis que voilà. Et puis je trouve aussi que la cote, elle est intéressante. À 3,35, je les aurais peut-être vus un tout petit peu en dessous. 3,35 pour une victoire à l'extérieur. Pourquoi pas? Encore une fois, hein, c'est la victoire, c'est-à-dire 1-0, prolongation, la cote, elle passe. Donc c'est une cote que j'avais, disons, envie de mettre en lumière. Voilà, Arsenal à 3,35. T'es au courant quand même qu'il y a des gens qui vont te suivre pour essayer d'espérer gagner quelque chose? Mais moi, je leur donne mon analyse au complet. C'est-à-dire Oui. que je leur dis, voilà pourquoi j'y vais. Après, attention, hein, je me suis trompé au match aller. Mais rappelons que j'avais donné la qualification d'Arsenal contre le Real Madrid lors du quart de finale. Peut-être que les matchs retour, peut-être que ça me réussit un peu plus. Bon, et l'analyse, c'est j'adore Arsenal. Donc voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais bon, ça peut parfois... Ça peut aussi marcher. Voilà, l'amour est la plus belle C'est- preuve et le plus bel argument parfois. À l'époque, on faisait les tableaux, la Winamax. Hein, j'en ai Ouais. vu certains être à la première ou deuxième place en tentant des choses hallucinantes. Donc, Oui.
Ah ouais, je vois pas de qui tu parles. Ah, si, c'est Sami Mojtabi qui allait souvent sur le Maroc, ça passait. Ah non, ok, je pensais que je prenais un tir Ah non, par inadvertance. Sami Mojtabi notamment c'est pour ça. qui allait sur le Maroc pendant la Coupe du Monde, ça passait à chaque fois. Oui. C'est un Et peu après, pendant la CAN, c'est con, il a fait moins de points après. Ça c'est clair. C'est bête, c'est un peu Faut chuté. choisir son moment. Ah ouais, la CAN et l'Euro de suite. Bizarrement, le tableau était pas très rempli. 3,35 pardon, la victoire d'Arsenal, 3,70 tu l'as dit, la qualif, pour ceux qui veulent encore y croire, et pourquoi pas, enfin de toute façon, qualif passera forcément par une victoire hein, pour Arsenal, au vu du scénario du match aller. C'est ça. Yacine, on part sur quoi? On part sur Paris qui s'impose et les deux équipes marquent. Donc, Donc, il fallait changer parce que j'ai entendu que Najim avait parié ça sur le match aller. Apparemment, Ouais. ça n'a pas passé. Donc, je me suis dit, aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave. 3,45. Non, mais. Je crois que c'est sensiblement la même cote en plus. Hein. Ouais. Le divertissement, on aime ça. Non, mais simplement, l'explication, elle est claire. C'est que je vois à un moment donné, le match, il va s'ouvrir, c'est obligatoire. Parce qu'Arsenal va être obligé d'aller chercher quelque chose. J'espère. Voilà. Et je pense que. Malgré tout, tu vois, aujourd'hui, Donnarumma fait un grand match et voilà, mais je pense que PSG va s'imposer, mais que les deux équipes marqueront parce que je pense vraiment qu'Arsenal avait les moyens. Je pense que Partey, ça change aussi certaines choses. Donc voilà. 3,45, effectivement, les deux paris et deux équipes marquent, alors que ça n'a pas Le truc, réussi c'est- à Najim, Ouais. mais bon. Le truc, c'est que la qualif du PSG, elle est à 1,17. alors Ouais, là, vraiment, 1,17, là, effectivement, là, il n'y a pas. on Il y a- était ça trop fait là. pas rêver. Là, Ouais. à cet endroit-là du jeu, Ouais, c'est clair. on se retrouve sur une cote qui n'est pas très élevée, ce qui peut Ouais. se comprendre. Ouais. Mais bon. Mais c'est intéressant, 3,45, franchement. Paris, donc un 2-1 ou un 3-2. Ouais. Déjà, ce serait intéressant pour nous, en tant qu'observateurs. Ouais. Et puis en plus, ce serait intéressant dans la mesure où c'est un scénario qui est probable quand on voit aujourd'hui la tâche qui attend Arsenal. 3,45, donc, cette prédiction, j'ai envie de dire, hein, de Yacine Amned. Et si vous ne croyez pas donc, à la théorie les deux équipes qui marquent, prenez le pari de Najim, qui vous permettra peut-être. Enfin, faut pas qu'il y ait match nul, par contre. C'est ça, faut pas qu'il y ait de match nul, Ouais. faut qu'il y ait une victoire d'Arsenal, soit pour une qualification directement en 90 minutes, donc 2 buts d'écart, soit pour aller décrocher une prolongation. Bon. Une séance de tir au but au stade, vous avez déjà vécu ça peut-être Yacine? Moi, j'ai déjà Ouais, vécu mais, ça. Ouais. pas encore. Moi, j'ai vécu un Bordeaux-Lyon, tiens. Ah ouais? Bordeaux-Lyon, trophée des champions. Avec Bordeaux qui loupe ses deux premiers tirs, Lyon qui est à la balle de match et Bordeaux qui finit par gagner à la fin. D'accord, ok, bon. Ouais. Trophée des champions, et toi? Avec Coupe de Benzema. France, ouais, j'en ai vécu plusieurs, mais la dernière, c'était horrible. C'était Nice, l'élimination du PSG. Avec Ah. Boulka Ouais. Ah ouais. Ah, j'en ai Ouais, eu en dernière. Coupe de France aussi, c'est Bordeaux-Sanois-Saint-Gratien. On va Bravo. pas épiloguer. J'ai jamais, Pas, tu vois. j'ai jamais vécu de séance de tir au but au stade. Je dirais pas que je suis preneur non plus, parce que je pense qu'à mon avis, sur une demi-finale de Ligue des Champions, le stress que tu dois atteindre sur une séance de tir au but au stade. Moi, je pense que alors, je vais me faire Mais je beaucoup préfère d'ennemis. ça hein. que. Je vais me faire beaucoup d'ennemis. Je sais pas s'il y a une cote sur Wina, mais Paris au tir au but, Paris sort. Je vous le dis. Paris au tir au but au Parc des Ah, Princes, après, Paris attention, ils sort. sont passés contre Liverpool. Hein. Ouais. Un Donnarumma qui est en C'est feu depuis le C'est début de la justement campagne. pour ça que je te dis ça. Raya qui est vraiment pas bon sur les tirs au but. Ouais, mais. Alors attention, parce que Raya, Mais l'année je dernière. t'annonce, tir au but au Parc, la moitié des joueurs parisiens, ils l'envoient à Jean-Bouin. Mais je te le dis, hein, c'est. penserai un jour, Non, si c'est le cas. et pourtant, je suis Mais- le premier à penser qu'ils vont gagner avec des champions. Mais si on va au tir au but au Parc mercredi prochain, je te dis, ils vont nous saccager la devanture de Jean-Bouin. Raya a un gros problème sur les tirs au but, c'est que vu qu'il est un peu plus petit de taille et qu'il a moins d'envergure, il essaye d'anticiper très rapidement. Et donc il a tendance à vite sauter. Et donc souvent, on a des images un peu ridicules où tu as le joueur qui la frappe croisée et tu as déjà Raya qui est par terre depuis déjà 2 minutes. Et malheureusement, sur les tirs au but, il y a eu cette élimination contre Manchester United en FA Cup où Arsenal avait perdu. Il y avait eu par contre la qualification contre Porto l'année dernière en 1/8 de finale. Donc je sais pas, à vous de choisir. On va te rassurer, Najim. T'inquiète. Non, pas le- T'auras pris la ligne 9 depuis bien longtemps. Non, c'est possible. T'inquiète pas. C'est bon. possible. T'auras pris le T3 depuis bien longtemps. Ah, Voilà, J'espère pas. Sera- puis il y avait eu un penalty il y a pas longtemps en première ligue, je crois, où pareil, Raya saute beaucoup trop tôt et le joueur la marque très facilement. Donc pas très très bon sur les tirs au but. Donc bon, on verra. Je donne quand même l'information. À l'inverse, encore. Donnarumma est une machine hein, sur ce type d'exercice. Ah ouais. À l'Euro On notamment, verra je me bien. souviens. Ouais, à que- l'Euro, même à Liverpool. Hein. Ouais, même contre Liverpool. Liverpool, c'est assez fort. en Ah, il est style de tellement grand, il a une envergure, le gars. Mm. Impressionnant. Bah, l'Euro, il est meilleur joueur de l'Euro, je crois. Ouais, meilleur Ça, joueur, c'est ce qui est quand même assez fou quand t'es gardien de but quand même. Bah, deux séances de tir au but, t'en arrêtes deux chacune. C'est dingue. Voilà, C'est pas dingue. mal.
Pas mal. correct. Minimum 2, puisqu'il y en a une et il y en a 3. Donc voilà. C'est dingue. Bon, on optimise comme quoi. On commence à faire des petits scénarios pour la semaine prochaine. C'est que tout va bien. Et bien d'ailleurs, on se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer cette rencontre. D'ici là, restez branchés bien sûr sur la chaîne du Club des 5 parce qu'il y a des contenus qui arrivent. Mais on sera là la semaine prochaine pour la Ligue des Champions. Juste jeudi pour les fans. Pareil, on débriefera la semaine prochaine le match du Barça contre l'Inter. Sauf dinguerie, vraiment demain, on sait jamais. Mais voilà, non, c'est la Ligue des Champions. Donc, arrive. voilà, on faut aussi se tenir prêt. Mais normalement, on débriefera la semaine prochaine cette double confrontation avec donc cet enjeu aussi pour le Barça ou l'Inter de retrouver la finale de cette C1. Merci à tous les deux, Najim, Merci à toi. Yacine. Merci aux socios. On me dit que vous ne serez pas ensemble la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Enfin, on me dit qu'il y en a un des deux qui a déjà déclaré forfait dans tous les scénarios de la rencontre. Ah, d'accord. Donc voilà. Ah oui, mais toi, tu seras au parc en plus. C'est ça. Donc peut-être, mais très tard. Bon, on verra bien. On verra bien. On verra bien. On s'adaptera, comme toujours. Merci à Fares Hachem, bien sûr, qui a préparé et réalisé cette émission. Merci à vous, les socios, de nous suivre de plus en plus nombreux, que ce soit sur YouTube, où je vous invite à mettre un petit like, bien sûr. Et puis en podcast, on embrasse tous ceux qui nous écoutent tous les matins dans les transports ou où vous voulez d'ailleurs, peu importe. Mais vous êtes de plus en plus nombreux et on est très content que vous puissiez profiter de nos contenus sur ce format-là. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi le Club des 5. Je vous le disais, rendez-vous très très vite pour de nouveaux contenus autour des 5 grands championnats européens, autour des Coupes d'Europe et puis aussi pour rencontrer diverses personnalités à travers nos interviews. Donc restez branchés sur la chaîne et on se dit à très vite. Ciao. Ciao.